Entretien sur la pluralité des mondes, Bernard Le Bouyer de Fontenelle, 1686. Troisième soir. Particularité du monde de la Lune que les autres planètes sont habitées aussi. Partie 3. Lecture avec explication. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, je vous rappelle encore une fois que mes vidéos sont là pour vous aider à comprendre et qu'elles ne remplacent pas un cours. Je vous retiens pas plus longtemps et on commence tout de suite. Beaucoup de corps qui paraissent solides ne sont presque que des amas de ces animaux imperceptibles qui y trouvent pour leur mouvement autant de liberté qu'il leur en faut. Une feuille d'arbre est un petit monde habité par des vermisseaux invisibles à qui elle paraît d'une étendue immense, qui y connaissent des montagnes et des abîmes, et qui d'un côté de la feuille à l'autre n'ont pas plus de communication avec les autres vermisseaux qui y vivent que nous avec nos antipodes. À plus forte raison, ce me semble, une grosse planète sera-t-elle un monde habité. On a trouvé jusque dans des espèces de pierres très dures de petits vers sans nombre qui y étaient logés de toutes parts dans des vides insensibles et qui ne se nourrissaient que de la substance de ces pierres qu'ils rongeaient. Figurez-vous combien il y avait de ces petits vers et pendant combien d'années ils subsistaient de la grosseur d'un grain de sable. Et sur cet exemple, quand la Lune ne serait qu'un amas de rochers, je la ferais plutôt ronger par ses habitants que de n'y en pas mettre. Enfin, tout est vivant, tout est animé. Mettez toutes ces espèces d'animaux nouvellement découvertes, et même toutes celles que l'on conçoit aisément qui sont encore à découvrir avec celles que l'on a toujours vues, vous trouverez assurément que la Terre est bien peuplée et que la nature y a si libéralement répandu les animaux qu'elle ne s'est pas mise en peine que l'on y vit seulement la moitié. Croyez-vous qu'après qu'elle a poussé ici sa fécondité jusqu'à l'excès, elle a été pour toutes les autres planètes d'une stérilité à n'y rien produire de vivant ? Donc pour rappel, dans le paragraphe précédent, qui est dans la vidéo précédente, le philosophe parle à la marquise de la multitude de formes de vie qui existent un peu partout sur Terre. Et dans ce paragraphe-là, il explique que beaucoup de corps solides aussi sont peuplés de multitudes de formes de vie. Et là, il explique qu'en fait, une simple feuille d'arbre peut carrément être un petit monde pour toutes ces créatures, et il compare avec la Terre comme d'un bout à l'autre de la feuille. Ils ne communiquent pas entre eux, et comme nous, en fait, d'un bout à l'autre de la Terre, en tout cas à son époque, on ne communiquait pas. C'est vrai que maintenant, il y a les réseaux sociaux, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et il dit que si une simple feuille peut être un monde pour de plus petits habitants que nous, alors, à plus forte raison, une grosse planète devrait en être un pour plein d'habitants. Et juste là, il mentionne le fait qu'on a carrément trouvé des créatures improbables de petites formes de vie qui habitent dans des pierres et qui s'en nourrissent. Donc il souligne à quel point la vie peut être partout et sous des formes vraiment très diversifiées. C'est une façon de dire que chaque environnement trouve une forme de vie qui lui est adaptée. Et là, il revient sur l'idée de la Lune, on l'a vu précédemment, du fait qu'elle n'a pas de nuages, la vie est compromise, je vous le refais pas. Et il explique qu'en fait, toujours dans cette idée que chaque environnement trouve ses habitants, même si la Lune était un désert total, ben en fait, il est quand même possible qu'on y trouve de la vie, qu'il y aura une forme de vie qui sera adaptée, très différente de la nôtre, et qui sera très heureuse de ronger des cailloux sur la Lune. Et là, il répète son idée que la nature a mis de la vie absolument partout et sous des formes bien diversifiées qui sont adaptées à toutes sortes d'environnements. Et il souligne de nouveau le fait que ce serait absurde que la nature se soit donné autant de peine à peupler chaque coin de la Terre pour finalement faire des autres planètes complètement stériles qui ne portent absolument pas de vie, qui ne trouvent rien, aucune créature adaptée à y survivre. Ma raison est assez bien convaincue, dit la marquise. Mais mon imagination est accablée de la multitude infinie des habitants de toutes ces planètes, et embarrassée de la diversité qu'il faut établir entre eux. Car je vois bien que la nature, selon qu'elle est ennemie des répétitions, les aura tous faits différents. Mais comment se représenter tout cela ? Ce n'est pas à l'imagination à prétendre se le représenter, répondis-je. Elle ne peut aller plus loin que les yeux. On peut seulement apercevoir d'une certaine vue universelle la diversité que la nature doit avoir mise entre tous ces mondes. Tous les visages sont en général sur un même modèle. Mais ceux de deux grandes nations, comme des Européens si vous voulez, et des Africains ou des Tartares, paraissent être faits sur deux modèles particuliers, et il faudrait encore trouver le modèle des visages de chaque famille. Quel secret doit avoir eu la nature pour varier en tant de manières une chose aussi simple qu'un visage ? Nous ne sommes dans l'univers que comme une petite famille dont tous les visages se ressemblent.
Dans une autre planète, c'est une autre famille dont les visages ont un autre air. Ici, la marquise répond au philosophe qu'elle est convaincue par sa théorie, donc elle adhère. Elle dit qu'elle comprend en fait que la nature a peuplé la Terre un peu de partout et avec des créatures vraiment très diversifiées, très différentes. Mais en fait, elle dit qu'elle a du mal à s'imaginer à quoi pourraient ressembler les formes de vie sur d'autres planètes. Elle ne voit pas comment faire pour pouvoir se les imaginer. Et elle aimerait bien que le philosophe l'aide un peu à avoir une idée un petit peu plus précise. Et là, le philosophe lui répond qu'en fait, on ne peut pas vraiment imaginer à quoi ressembleraient les créatures d'autres planètes. Que pour essayer de les imaginer, on est obligé de s'inspirer de ce qu'on a déjà vu. Que donc, dans une certaine mesure, on est limité dans notre imagination parce qu'on est obligé de se baser sur ce qu'on a déjà vu. Et que les habitants des autres planètes, on ne les a jamais vus. Donc, c'est très difficile de créer quelque chose. Et en fait, il explique qu'on peut seulement voir d'un point de vue général la diversité que la nature a mise entre les mondes, en s'inspirant de ce qu'on a vu sur Terre. Et donc là, il développe un petit peu et il explique qu'en fait, tous les visages ont le même modèle. 2 yeux, un nez, une bouche, etc. Et il explique qu'en fait, d'un peuple à l'autre, par contre, on va pouvoir observer quelques différences. Et il dit par contre que dans des familles, on voit certaines ressemblances. Et là, il met en avant de nouveau, grâce à cette question, la diversité qu'on trouve dans la nature, qui nous a tous fait sur le même modèle et pourtant tous si différents. Il n'y a pas deux personnes qui ont vraiment la même apparence. Et il explique que les humains sont dans l'univers simplement comme une petite famille, mais que si on va sur une autre planète, ce sera un peuple complètement différent. Apparemment, les différences augmentent à mesure que l'on s'éloigne, et qui verrait un habitant de la Lune et un habitant de la Terre remarquerait bien qu'ils seraient de 2 mondes plus voisins qu'un habitant de la Terre et un habitant de Saturne. Ici, par exemple, on a l'usage de la voix. Ailleurs, on ne parle que par signe. Plus loin, on ne parle point du tout. Ici, le raisonnement se forme entièrement par l'expérience. Ailleurs, l'expérience y ajoute fort peu de choses. Plus loin, les vieillards n'en savent pas plus que les enfants. Ici, on se tourmente de l'avenir plus que du passé. Ailleurs, on se tourmente du passé plus que de l'avenir. Plus loin, on ne se tourmente ni de l'un ni de l'autre, et ceux-là ne sont peut-être pas les plus malheureux. On dit qu'il pourrait bien nous manquer un 6e sens naturel qui nous apprendrait beaucoup de choses que nous ignorons. Ce 6e sens est apparemment dans quelque autre monde où il manque quelqu'un des 5 que nous possédons. Peut-être même y a-t-il effectivement un grand nombre de sens naturels. Mais dans le partage que nous avons fait avec les habitants des autres planètes, il ne nous en est échu que 5 dont nous nous contentons, faute d'en connaître d'autres. Nos sciences ont une certaine borne que l'esprit humain n'a jamais pu passer. Il y a un point où elles nous manquent tout à coup. Le reste est pour d'autres mondes où quelque chose de ce que nous savons est inconnu. Cette planète-ci jouit des douceurs de l'amour, mais elle est toujours désolée en plusieurs de ses parties par les fureurs de la guerre. Dans une autre planète, on jouit d'une paix éternelle, mais au milieu de cette paix, on ne connaît point l'amour et on s'ennuie. Enfin, ce que la nature pratique en petit entre les hommes pour la distribution du bonheur ou des talents, elle l'aura sans doute pratiqué en grand entre les mondes, et elle se sera bien souvenue de mettre en usage ce secret merveilleux qu'elle a de diversifier toutes choses et de les égaler en même temps que les compensations. Ici, il nous explique qu'en fait, il y a un petit peu un effet de zoom et de dézoom. Plus on prend un petit groupe d'individus rapprochés, une famille, plus ils se ressemblent. Plus on s'éloigne et prend un plus grand groupe plus diversifié, moins il y a de ressemblances. Et là, il explique aussi qu'en fait, la diversité n'est pas que physique. Et il donne comme exemple le mode de communication. Nous, on utilise la parole, d'autres peuples communiqueraient en utilisant plutôt des signes, ou d'autres ne parlent carrément pas. Il donne comme autre exemple la façon de raisonner, en expliquant que chez nous, le raisonnement se forme sur l'expérience, mais que dans d'autres endroits, l'expérience n'est pas si importante. Et il donne un autre exemple avec l'intérêt qu'on porte à l'avenir, alors que d'autres peuples vont plutôt porter de l'intérêt vers le passé. Il explique que la diversité, elle peut aller carrément jusqu'au niveau des sens. Donc les sens, l'ouïe, le toucher, la vue, le goût, l'odorat. Nous, on en a 5. Et donc il explique qu'en fait, ça peut aussi être des sens différents, que sur d'autres planètes, des créatures différentes pourraient avoir des sens différents des nôtres, et peut-être même ne pas avoir certains sens que nous avons. Et il explique que peut-être qu'il y a plein d'autres sens et que nous on n'en a que 5 et qu'on ne connaît pas les autres. Et que du coup on s'en contente parce qu'on n'a pas idée de ce que ça pourrait être avec d'autres sens. Peut-être même qu'au niveau des connaissances, donc un autre exemple, certaines choses que nous connaissons ne sont pas connues sur d'autres planètes et qu'ils connaissent d'autres choses que nous ne connaissons pas. Il donne encore l'exemple de l'amour et de la guerre.
Et il explique que nous, les humains, on est capable d'aimer, mais qu'on fait aussi beaucoup la guerre. Et il émet la possibilité que sur d'autres planètes, on ne connaisse pas l'amour, donc que les êtres, les habitants de ces planètes ne soient pas capables d'éprouver ce sentiment, et que par contre, ils ne fassent pas du tout la guerre, qu'ils vivent en paix, mais sans amour. Et là, il parle encore d'autres choses, par exemple la répartition du bonheur, du talent que la nature a réparti entre nous. Il estime possible que la nature ait fait la même chose aussi avec les planètes, et qu'elle ait réparti plein de choses entre plein de créatures différentes, tout en faisant en sorte que le partage reste plus ou moins équitable. Donc finalement, tout ça pour dire qu'en fait, absolument tout peut être différent, hein, aussi bien sur les aspects physiques, les sens, la façon de penser, de réfléchir, les habitudes, le mode de vie, absolument tout. Êtes-vous contente, madame, ajoutai-je. Vous ai-je ouvert un assez grand champ à exercer votre imagination? Voyez-vous déjà quelque habitant de planète? Hélas, non, répondit-elle. Tout ce que vous me dites là est merveilleusement vain et vague. Je ne vois qu'un grand je ne sais quoi ou je ne vois rien. Il me faudrait quelque chose de plus déterminé, de plus marqué. Eh bien donc, repris-je, je vais me résoudre à ne vous rien cacher de ce que je sais de plus particulier. C'est une chose que je tiens de très bon lieu, et vous en conviendrez quand je vous aurai cité mes garants. Écoutez s'il vous plaît avec un peu de patience, cela sera assez long. Donc la conversation continue et le philosophe demande à la marquise si elle est satisfaite, s'il l'a quand même un peu aidée, et elle répond que non, elle n'est pas satisfaite. Ça reste trop vague pour elle pour qu'elle puisse se faire une idée. Elle nous dit qu'elle veut plus de précision, qu'il lui en faut plus. Et donc là, il lui dit qu'il va lui dire tout ce qu'il sait de plus particulier, et il va essayer de l'aider, et de développer un peu. Donc il va lui donner plus d'informations, une information, on ne sait pas encore quoi, mais pour l'aider en fait à essayer de se faire une idée. Et il lui garantit la fiabilité de la source dont il tient cette information. Et donc là il lui demande d'écouter, il va lui raconter quelque chose, toujours dans cette idée de l'aider. Il y a dans une planète, que je ne vous nommerai pas encore, des habitants très vifs, très laborieux, très adroits. Ils ne vivent que de pillage, comme quelques-uns de nos Arabes, et c'est là leur unique vice. Du reste, ils sont entre eux d'une intelligence parfaite, travaillent sans cesse de concert et avec zèle au bien de l'État, et surtout leur chasteté est incomparable. Il est vrai qu'ils n'y ont pas beaucoup de mérite, ils sont tous stériles, point de sexe chez eux. Mais, interrompit la marquise, n'avez-vous point soupçonné qu'on se moquait en vous faisant cette belle relation? Comment la nation se perpétuerait-elle? On ne s'est point moqué, repris-je d'un grand sang-froid. Tout ce que je vous dis est certain, et la nation se perpétue. Ils ont une reine, qui ne les mène point à la guerre, qui ne paraît guère se mêler des affaires de l'État, et dont toute la royauté consiste en ce qu'elle est féconde, mais d'une fécondité étonnante. Elle fait des milliers d'enfants, aussi ne fait-elle autre chose. Elle a un grand palais, partagé en une infinité de chambres, qui ont tout un berceau préparé pour un petit prince, et elle va accoucher dans une de ces chambres, l'une après l'autre, toujours accompagnée d'une grosse cour, qui lui applaudit sur ce noble privilège dont elle jouit à l'exclusion de tout son peuple. Donc là, le philosophe commence à lui raconter, lui donner l'information qu'il s'apprêtait à lui donner juste avant, hein, et donc il lui parle d'un peuple. Il parle d'un peuple sans dire de quel peuple il s'agit, ni de quelle planète ils viennent. Il dit que ce peuple est actif, travailleur, adroit, et qu'ils ne vivent par contre que de pillage. Donc le pillage, c'est aller se servir de ses ressources chez les autres. Et là, il compare avec certains peuples arabes. Il y en a plein d'autres, hein, ne vous vexez pas. Il y avait les Vikings, par exemple, qui apparemment aussi allaient se servir chez les autres. Il se contente de comparer avec certains peuples arabes et ne dit pas que ce sont les Arabes. Je précise parce que pour la suite, ça risque de faire bizarre. Donc là, il continue de parler de ce peuple, hein, qui a l'air plutôt bien d'ailleurs, organisé entre eux, travaille en équipe, motivé pour leur société, et il parle de chasteté incomparable, donc apparemment pas de relation sexuelle. Et d'ailleurs, il ajoute que le peuple est stérile, ne peut pas faire d'enfants. Et là, vous voyez que la marquise intervient, hein, elle l'interrompt, et elle lui demande s'il est bien sûr qu'on ne s'est pas moqué de lui, qu'on ne l'a pas pris pour un imbécile en lui racontant n'importe quoi, parce que s'ils sont tous stériles, à un moment, ils ne se reproduisent pas, donc le dernier d'entre eux va mourir et puis ce peuple n'existera plus. Pas possible. Donc en tout cas, ça lui fait bizarre. D'ailleurs, elle lui demande comment est-ce qu'il faisait pour se reproduire du coup. Et là, le philosophe lui répond que non, on ne s'est pas moqué de lui, que ce peuple existe bien
et qu'en plus de ça, malgré cette stérilité, ils trouvent le moyen de se reproduire. Pour ceux qui n'ont pas lu, vous allez comprendre à la fin de quel peuple il parle. Et donc là, il explique comment ils se reproduisent. Donc ils ont une reine, et alors cette reine, elle a un comportement plutôt bizarre parce qu'elle ne fait pas la guerre et elle ne s'occupe pas non plus des affaires de l'État. Par contre, il dit qu'elle est féconde, donc le contraire de stérile. Elle peut avoir des enfants, et d'une manière assez étonnante, particulière. On va voir quoi. Et donc là, il continue, et il nous dit que cette reine, dans sa fécondité particulière, fait des milliers d'enfants. Donc des milliers d'enfants, c'est impossible pour une humaine. 9 mois de grossesse, même en ayant des triplés à chaque fois, apparemment le record du monde c'est 69 pour une femme. Donc apparemment elle fait ces milliers d'enfants, elle passe son temps à aller accoucher dans des chambres de ses enfants, accompagnée par sa cour. Vous vous demandez toujours de qui il parle? Mais qui sont ces gens? Non, je ne vous le dirai pas, vous n'aviez qu'à lire, ou au moins écouter. Je vous entends, madame, sans que vous parliez. Vous demandez où elle a pris des amants, ou, pour parler plus honnêtement, des maris. Il y a des reines en Orient et en Afrique qui ont publiquement des sérails d'hommes. Celle-ci apparemment en a un, mais elle en fait grand mystère, et si c'est marqué plus de pudeur, c'est aussi agir avec moins de dignité. Parmi ces Arabes qui sont toujours en action, soit chez eux, soit en dehors, on reconnaît quelques étrangers en fort petit nombre qui ressemblent beaucoup pour la figure au naturel du pays, mais qui d'ailleurs se font fort paresseux, qui ne sortent point, qui ne font rien, et qui, selon toutes les apparences, ne seraient pas soufferts chez un peuple extrêmement actif s'il n'était destiné au plaisir de la reine et à l'important ministère de la propagation. En effet, si malgré leur petit nombre, ils sont les pères des 10 000 enfants plus ou moins que la reine met au monde, ils méritent bien d'être quittes de tout autre emploi. Et ce qui persuade bien que ça a été leur unique fonction, c'est qu'aussitôt qu'elle est entièrement remplie, aussitôt que la reine a fait ses 10 000 couches, les Arabes vous tuent sans miséricorde ces malheureux étrangers devenus inutiles à l'État. Et là, le philosophe voit que la marquise se demande s'ils sont tous stériles, en admettant que ce soit vrai, et qu'elle fasse 1000 enfants, et qu'elle aille passer son temps à accoucher à gauche à droite dans son palais, où est-ce qu'elle a trouvé des hommes pour la mettre enceinte? Bah oui, s'ils sont tous stériles. Donc il commence à expliquer ça. Et donc pour expliquer ça, il parle de certaines reines en Orient et en Afrique qui ont des sérails, des réserves d'hommes, on va dire ça comme ça. Et donc apparemment, ces reines-là, elles faisaient ça officiellement. Mais la reine dont il nous parle, elle fait ça en secret. Bon, ok. Donc là, vous voyez qu'il reprend le mot arabe. C'est juste parce qu'à un moment, il a comparé ce peuple aux Arabes, donc il le rappelle comme ça, mais c'est toujours pas les Arabes. Alors là, je pense que vous avez compris que c'est compliqué que ce soit un peuple... on ne voit pas trop qui, quoi. Et donc il explique qu'en fait, dans la population de ce peuple, il y a certains individus qui sont différents. Et vous voyez qu'il les décrit comme paresseux alors que les autres sont travailleurs, et que ceux-là ne sortent pas et qu'ils ne servent qu'à une seule chose, c'est à mettre la reine enceinte. Donc autrement dit, ceux-là, ils sont féconds. Ils peuvent se reproduire. Et donc apparemment, dans leur société, c'est suffisant comme boulot, donc ils font rien d'autre. Et donc la preuve qu'en fait, ces individus différents qui ne font que mettre la reine enceinte ne servent à rien d'autre, c'est qu'une fois que la reine a terminé de faire ses milliers d'enfants, le peuple tue ces individus différents qui ne servent plus à rien. Voilà. On regarde le passage suivant et vous saurez après de quel peuple il s'agissait. Est-ce tout, dit la marquise? Dieu soit loué. Rentrons un peu dans le sens commun, si nous pouvons. De bonne foi, où avez-vous pris tout ce roman-là? Quel est le poète qui vous l'a fourni? Je vous répète encore, lui répondis-je, que ce n'est point un roman. Tout cela se passe ici, sur notre terre, sous nos yeux. Vous voilà bien étonné. Oui, sous nos yeux, mes Arabes ne sont que des abeilles, puisqu'il faut vous le dire. Et donc là, vous voyez que la marquise, elle y croit pas du tout. Et en même temps, c'est normal, c'est tellement improbable ce qu'il vient de raconter. Elle lui demande carrément d'où ça sort. Où est-ce que vous avez entendu une telle histoire? Qui vous a dit ça? Pourquoi, monsieur? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Et là, vous voyez que le philosophe, par sa réponse, insiste sur le fait que c'est vrai et que c'est un vrai peuple. Et en plus de ça, c'est un peuple qui vit ici, sur notre terre. Et on peut tous le voir. Et là, il révèle enfin qu'en fait, il parlait des abeilles. Son peuple, c'est les abeilles, la reine qui fait ses bébés dans les alvéoles, le pillage, ben oui, elles vont ramasser du pollen à gauche, à droite. Et voilà, les abeilles. Je ne regarderai plus jamais les abeilles de la même façon.
Alors je lui appris l'histoire naturelle des abeilles dont elle ne connaissait guère que le nom. Après quoi, vous voyez bien, poursuivis-je, qu'en transportant seulement sur d'autres planètes des choses qui se passent sur la nôtre, nous imaginerions des bizarreries qui paraîtraient extravagantes et seraient cependant fort réelles, et nous en imaginerions sans fin, car, afin que vous le sachiez, madame, l'histoire des insectes en est toute pleine. Je le crois aisément, répondit-elle. N'y eût-il que les vers à soie, qui me sont plus connus que n'étaient les abeilles, il nous fournirait des peuples assez surprenants, qui se métamorphoseraient de manière à n'être plus du tout les mêmes, qui ramperaient pendant une partie de leur vie et voleraient pendant l'autre, et que sais-je moi, 100 000 autres merveilles qui feront les différents caractères, les différentes coutumes de tous ces habitants inconnus. Mon imagination travaille sur le plan que vous m'avez donné, et je vais même jusqu'à leur composer des figures. Je ne vous les pourrai pas décrire, mais je vois pourtant quelque chose. Pour ces figures-là, répliquai-je, je vous conseille d'en laisser le soin aux songes que vous aurez cette nuit. Nous verrons demain s'ils vous auront bien servi et s'ils vous auront appris comment sont faits les habitants de quelques planètes. Donc maintenant qu'il lui a tout appris sur les abeilles, il va reprendre cet exemple pour l'aider. Parce que l'idée, c'est toujours d'aider la marquise qui a du mal à se faire une image, à s'imaginer les habitants des autres planètes. Voilà, c'était pas là pour rien, là, cette histoire des abeilles. Donc le but, c'était vraiment de l'aider à comprendre et à mieux visualiser la diversité et à quel point les habitants d'une autre planète peuvent être différents. Et donc juste quelque part en transportant cette idée, on peut imaginer à quel point la différence peut être radicale sur un autre monde et être complètement n'avoir rien à voir avec la Terre. Et là, vous voyez dans la réponse de la marquise que finalement elle a compris. Et donc là, elle se prête à l'exercice en imaginant elle aussi un peuple basé sur les vers à soie qu'elle connaît un petit peu mieux. Et comme les vers à soie sont d'abord des chenilles et ensuite des papillons, eh bien elle imagine que ce peuple d'abord ramperait puis ensuite volerait. Et là, vous voyez qu'elle comprend vraiment l'infinité des possibilités d'un monde à l'autre. Et là, elle est tellement débloquée que finalement, elle arrive même à imaginer leurs visages sans pouvoir pour autant les décrire. Et là, le philosophe lui conseille de laisser les rêves qu'elle fera cette nuit lui montrer un petit peu mieux les visages des autres habitants des autres planètes. C'est une façon donc de clore la conversation. Et il l'invite à en reparler demain parce que là, c'est la fin du troisième soir, ils vont se coucher.